Le colis est arrivé le jour de mon anniversaire. Papier craft, ruban bleu, l'écriture de mon père après 6 ans de silence. Joyeux anniversaire, mon petit. On recommence. À l'intérieur se trouvaient des biscuits faits maison, méticuleusement décorés par un homme qui n'avait jamais cuisiné de sa vie. Un homme qui mesurait l'amour à l'obéissance, la punition à la cuillère à café. J'aurais dû les jeter. Au lieu de cela, je les ai donnés à ma sœur et à son fils. Quand mon téléphone a sonné le lendemain matin, sa voix était glaciale. « Vous avez fait quoi ?» À la tombée de la nuit, ils étaient à l'hôpital. À l'aube, j'ai compris la vérité qui s'était cachée à la vue de tous pendant toutes ces années. Certains cadeaux ne sont pas faits pour être partagés, et les recettes de famille peuvent être mortelles lorsqu'elles sont mêlées à des décennies d'obsession. Delaney Frost fixait l'unique bougie qui scintillait au-dessus du cupcake acheté en magasin sur le comptoir de sa cuisine. 33 ans aujourd'hui, et elle était là, à fêter sa seule dans son petit appartement de Chicago. Les murs semblaient se presser contre elle, tout comme les souvenirs qu'elle essayait d'échapper depuis les funérailles de sa mère 3 ans plus tôt. Elle ferma les yeux, fit un vœu par habitude plutôt que par espoir, et souffla la bougie. La fumée monta en volute, disparaissant dans la faible lumière de sa cuisine, à l'image de ses liens avec ceux qui restaient de sa famille. Le bourdonnement sec de sa sonnette rompit le silence, la surprenant. Elle n'attendait personne. Ses amis savaient qu'il valait mieux ne pas lui faire de surprise pour son anniversaire, un jour qu'elle préférait passer sans rien marquer. Colis pour Delaney Frost, dit le livreur en lui fourrant un carton de taille moyenne dans les mains avant de retourner précipitamment à son camion. L'adresse de retour lui fit battre le cœur. Gareth Frost, son père, l'homme à qui elle n'avait pas parlé depuis près de 6 ans. Delaney posa le carton sur son comptoir comme s'il contenait quelque chose de volatile. À bien des égards, c'était le cas. Ses relations avec Gareth avaient toujours été explosives, imprévisibles. Elle examina l'emballage marron uni, l'écriture méticuleuse qu'elle reconnaissait encore malgré des années de silence. « Qu'est-ce que tu veux » murmura-t-elle à la boîte. Après 20 minutes passées à la fixer, elle trouva enfin le courage de couper le ruban adhésif. À l'intérieur d'une autre boîte, blanche celle-ci avec un simple ruban bleu. Une petite carte était collée dessus. « Joyeux anniversaire, mon petit. On recommence, papa. » L'écriture était indéniable. La même précision qui marquait ses bulletins scolaires d'enfance avec des notes comme « peut mieux faire » ou « effort décevant ». À l'intérieur de la boîte blanche, nichée dans du papier de soie, se trouvaient des biscuits. Pas du commerce, mais clairement fait maison, dorés au bord parfait, décorés de motifs de glaçage bleu complexe. Delaney les fixa, la confusion l'envahissant. De toute son enfance, elle n'avait jamais vu son père cuisiner quoi que ce soit. Discipline, structure et attente rigide. C'étaient des spécialités de Gareth Frost, pas des biscuits, avec un glaçage fait main. Elle en prit un et l'examina. Le détail était impressionnant, de minuscules fleurs et des tourbillons qui avaient dû lui demander des heures de patience. Cela ne correspondait pas à l'homme qu'elle connaissait, le père froid et calculateur qui mesurait l'amour, les réussites et l'obéissance. Delaney reposa le biscuit. Elle ne pouvait se résoudre à les manger. Mais les jeter lui semblait mal aussi. Le geste était si inhabituel qu'il la laissa perplexe, se demandant à quel jeu il pouvait bien jouer. Son téléphone s'alluma avec un message de sa sœur. « Joyeux anniversaire. Délégué, j'aimerais qu'on fête ça ensemble. » Milo te fit un dessin. 6 juin, un dessin d'enfant représentant apparemment 2 femmes et un petit garçon debout devant une maison avec un soleil immense au-dessus. Cela fit sourire Delaney malgré elle. Elle regarda de nouveau les biscuits, puis son téléphone. Sur un coup de tête, elle répondit par SMS. « En fait, je pensais aller vous voir cet après-midi. Ça te va ?» La réponse de V fut immédiate. « Oui, Milo sera ravi. » 1 heure plus tard, Delaney conduisait sa vieille Honda en direction de la banlieue où sa petite sœur s'était installée avec son fils. La boîte de biscuits était posée sur le siège passager, comme un invité indésirable. Cette petite maison de location paraissait chaleureuse et accueillante comparée à l'appartement stérile de Delaney. Des dessins à la craie couvraient l'allée et des carillons éoliens tintaient depuis le porche. Les sœurs avaient pris des chemins différents après la mort de leur mère. La maternité bienveillante et la création du foyer aimant qu'elle n'avait jamais eu. Tandis que Delaney se retirait dans le travail et la solitude, tante Delaney. Milo, 7 ans, se jeta à ses jambes dès qu'elle franchit le seuil de la véranda.
Ses cheveux noirs flottaient sur des yeux brillants qui scrutaient son visage avec une perception troublante. Tu as l'air triste. Est-ce parce que les anniversaires te font penser à grand-mère? Les limites de Milo. Elles apparurent derrière lui, son sourire fatigué mais sincère. À 30 ans, elle avait déjà de légères rides autour des yeux, les marques d'une mère célibataire et de trop nombreuses nuits blanches. Joyeux anniversaire, ma sœur. Les sœurs embrassèrent une connexion brève mais significative. Delaney brandit la boîte blanche. J'ai apporté quelque chose à l'intérieur. V prépara le café pendant que Delaney expliquait le cadeau inattendu. Papa t'a envoyé des biscuits. Ses sourcils se haussèrent d'incrédulité. Notre père, l'homme qui m'avait puni pendant un mois parce que j'avais mangé un Oreo en cachette avant le dîner. Le même, dit Delaney en ouvrant la boîte. V jeta un coup d'œil à l'intérieur. Ils sont magnifiques, mais depuis quand papa fait-il des gâteaux? Exactement ce que je pensais, dit Delaney. Ça fait bizarre. Quelque chose de mal, en quelque sorte. Milo apparut à la table, les yeux écarquillés devant les biscuits. Je peux en avoir un, maman? S'il te plaît, hésita V en regardant Delaney. C'est ton cadeau d'anniversaire. Delaney poussa la boîte vers eux. Prends-les. Je ne vais pas les manger de toute façon. Considère que c'est mon cadeau pour vous. Tu es sûr, demanda V, certaine. Sinon, ils vont juste rester chez moi et devenir rassis. Milo n'eut pas besoin d'encouragement supplémentaire. Il attrapa un biscuit décoré d'un motif d'étoiles complexe et le croqua avec enthousiasme. Ils sont tellement bons, proclama-t-il, les miettes s'échappant. Ils ont un goût de miel et de cannelle. V, après un moment d'hésitation, en goûta un aussi. Il a raison. Ils sont vraiment délicieux. Elle en prit une autre bouchée, observant le biscuit. Je ne comprends pas, papa ne s'est jamais intéressé à la pâtisserie, ni aux anniversaires d'ailleurs. Les gens changent, suggéra Delaney, n'y croyant pas elle-même. Pas lui, dit V doucement. Non, sans raison. Ils passèrent l'après-midi à discuter. V parla de son travail à la bibliothèque locale. Milo montra sa collection de pierres et ses derniers dessins. Quand Delaney partit, le ciel s'était assombri et Milo avait mangé 3 autres biscuits, tandis que V en grignotait aussi. La boîte était à moitié vide lorsque Delaney les serra dans ses bras pour leur dire au revoir. Tu m'appelles demain, demanda V à la porte. Promis, dit Delaney en serrant la main de sa sœur. Le lendemain matin, Delaney se versait son premier café lorsque son téléphone sonna. L'écran afficha un numéro qu'elle n'avait pas vu depuis des années, mais qu'elle connaissait encore par cœur. Son père. Son doigt planait sur le bouton « Refuser », mais par curiosité. Bonjour, Delaney. Sa voix était telle qu'elle s'en souvenait. Grave, posée, avec une tension sous-jacente qui lui donnait toujours l'impression d'être évaluée. As-tu reçu mon colis? Oui, dit-elle prudemment. C'était inattendu. Il marqua donc une pause. Comment sont les cookies? Il y avait quelque chose dans son ton, une impatience qui semblait déplacée, presque prédatrice. L'instinct de Delaney s'enflamma, l'avertissant. En fait, je les ai donnés à V et Milo, dit-elle d'un ton décontracté. Je ne suis pas très friande de sucreries ces derniers temps. Le silence qui suivit fut absolu. Quand Gareth parla enfin, sa voix s'était transformée en quelque chose qu'elle reconnaissait à peine, rauque et pleine de fureur. Tu as fait quoi? La rage contenue dans ces 3 mots fit reculer Delaney. Ce ne sont que des biscuits, papa, dit-elle, sa colère s'emparant d'elle comme d'une défense. Quel est le problème? Ils n'étaient pas faits pour eux, siffla-t-il. Ils étaient pour toi. Seulement toi. L'appel s'interrompit brusquement. Delaney resta figé, le téléphone toujours collé à son oreille, une terreur glaciale la parcourant. Elle appela V immédiatement. Pas de réponse. Elle réessaya, directement sur la messagerie. 20 minutes plus tard, Delaney était dans sa voiture, roulant au-delà des limitations de vitesse jusqu'à la maison de sa sœur. Ses jointures étaient blanches sur le volant tandis que de terribles possibilités se bousculaient dans son esprit. À son arrivée, la porte d'entrée n'était pas verrouillée, ce qui était inhabituel pour V, si soucieuse de sa sécurité. À l'intérieur, la maison était étrangement silencieuse. V. Delaney appela, sa voix résonnant dans le silence. Milo. Un faible gémissement provenant de la salle de bain attira son attention.
Elle trouva V par terre, pâle et tremblante, le front perlé de sueur. Il y a quelque chose qui ne va pas, murmura V d'une voix rauque. Milo, il se mit à vomir à Down. Il ne pouvait pas s'arrêter. Madame Bradley, la voisine, l'emmena au air, et toi? On doit t'emmener à l'hôpital aussi, dit Delaney en aidant sa sœur. Elle se leva. Ce sont les biscuits, parvint-elle à dire avant qu'une nouvelle vague de nausée ne la submerge. Ça doit être. Rien d'autre n'a de sens. Alors que Delaney aidait sa sœur à monter dans la voiture, le poids de ce qu'elle avait fait, ou plutôt de ce qu'elle avait évité par pur hasard, s'abattit sur elle. Les biscuits n'étaient pas un geste de paix. Ils étaient destinés à lui faire du mal. Et au lieu de cela, elle les avait donnés aux deux personnes qu'elle aimait le plus au monde. L'odeur antiseptique de l'hôpital brûlait les narines de Delaney tandis qu'elle arpentait la salle d'attente. Sa sœur était examinée dans une pièce, son neveu dans une autre. La culpabilité pesait sur elle comme un poids physique. Elle leur avait fait ça, même si c'était involontairement. Lorsque le médecin s'approcha enfin, son expression était grave. « Êtes-vous de la famille ?» demanda-t-il. « Oui, je suis la sœur de V, la tante de Milo, » dit rapidement Delaney. « Comment vont-ils ? Votre neveu est stable mais déshydraté. L'état de votre sœur est plus préoccupant. Ses symptômes sont plus graves. »« Qu'est-ce qui ne va pas chez eux ?» demanda Delaney, la voix brisée. « Tous les signes indiquent une forme d'empoisonnement, » dit le médecin en l'observant attentivement. « Avez-vous une idée de ce qu'ils ont pu ingérer ?» Delaney hésita. La vérité impliquerait de lui expliquer l'histoire de son père, des biscuits, de sa terrible erreur de les avoir donnés. Elle n'était pas prête à formuler ses accusations sans en être certaine. « Je leur ai apporté des biscuits hier, » dit-elle finalement. « Du commerce. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. » Le mensonge avait un goût amer, mais elle avait besoin de temps pour assimiler ce qui se passait et comprendre pourquoi son père avait fait ça. « Nous effectuons des analyses toxicologiques, » dit le médecin. « En attendant, y a-t-il autre chose que vous pourriez me dire qui pourrait m'aider ?» Avant que Delaney ne puisse répondre, deux policiers en uniforme apparurent derrière le médecin. Protocole hospitalier pour les suspicions d'empoisonnement. « Madame, nous aimerions vous poser quelques questions, » dit le policier le plus grand. Delaney les suivit dans une petite salle de consultation. Leurs questions étaient directes, cliniques. Que avaient mangé V et Milo ces dernières 24 heures? Avaient-ils des allergies? Quelqu'un aurait-il pu leur vouloir du mal? Les biscuits, admit finalement Delaney. Ils n'étaient pas du commerce. Mon père me les avait envoyés pour mon anniversaire. Je les ai offerts à ma sœur et à mon neveu. Votre père, répéta l'agent en prenant note. Et pourquoi votre père envoyait-il des biscuits empoisonnés? Je ne sais pas s'ils étaient empoisonnés, dit Delaney, même si elle n'y croyait plus, mais il était extrêmement en colère quand je lui ai dit que je les avais donnés. En colère comment? Il hurla. Il dit qu'ils étaient uniquement destinés à moi. Les agents échangèrent un regard que Delaney ne put déchiffrer. Nous aurons besoin des coordonnées de votre père, dit le deuxième agent. Après le départ des policiers, Delaney s'assit près du lit de Milo, regardant sa petite poitrine se soulever et s'abaisser, et 4 gouttes de liquide coulaient dans son bras. Il avait l'air si fragile, si innocent. « Je suis tellement désolé, » murmura-t-elle, même s'il ne pouvait pas l'entendre. Son esprit revint à son enfance, à des souvenirs qu'elle avait essayé à réprimer. Garrett Frost n'avait jamais été un père chaleureux, mais elle s'était toujours dit qu'il n'était pas cruel, juste strict, traditionnel, exigeant l'excellence. Mais maintenant, un souvenir plus sombre refait surface. La fois où V avait renversé du jus sur son journal et avait été enfermé dans sa chambre pendant tout un week-end. Les dîners disciplinés, où leur père servait des plats fades, parfois froids, en guise de punition pour des infractions présumées, tandis qu'il mangeait un repas normal en face d'eux. Les étranges maladies récurrentes de sa mère qui semblaient se manifester dès qu'elle n'était pas d'accord avec lui. S'était-elle volontairement aveuglée? Garrett avait-il toujours été capable de ce genre de mal calculé? Une infirmière interrompit ses pensées. Mademoiselle Frost, votre sœur vous demande. V paraissait fantomatique sur les draps blancs de l'hôpital, mais ses yeux étaient clairs. Où est Milo? Furent ses premiers mots. Il va bien, lui assura Delaney. Il se repose en pédiatrie. On dit qu'il se rétablira plus vite que toi. Il mangeait moins et ses symptômes sont apparus plus tôt, alors on lui a administré des liquides plus tôt.
hocha faiblement la tête. C'était les biscuits, non? Je crois, admit Delaney. Papa a appelé ce matin. Il était furieux que je te les ai donnés au lieu de les manger moi-même. Bon sang, Dell ferma les yeux. J'ai toujours su qu'il était dérangé, mais ça, je l'ai dit à la police, dit Delaney. Mais je ne suis pas sûr qu'ils me croient. Il n'y a aucune preuve, à part ma parole. Ils le feront, dit V avec une intensité soudaine. Parce que ce n'est pas la première fois. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faisait ça à maman, murmura Théon. Avec de la nourriture, avec des boissons. Je l'ai vu une fois mettre quelque chose dans son thé quand elle l'avait mis en colère. J'avais peut-être 10 ans. J'ai essayé de lui dire, mais elle ne m'a pas cru ou n'a pas pu se permettre de me croire. La révélation a frappé Delaney comme un coup dur. Toutes ces fois où leur mère avait été malade, vétéran pendant des jours. Était-ce la faute de Garrett? Nous devons déposer une plainte officielle, dit Delaney. Assurez-vous qu'ils prennent ça au sérieux. Au commissariat plus tard dans la journée, l'inspecteur Kellenburn écouta le récit de Delaney, avec un détachement professionnel. Il était plus jeune qu'elle ne l'aurait cru pour un détective. Il avait peut-être la trentaine, avec un regard gris observateur qui ne manquait de rien. Mademoiselle Frost, je comprends votre inquiétude, dit-il lorsqu'elle eut terminé. Mais sans les biscuits eux-mêmes pour les analyses ni aucune preuve matérielle reliant votre père à l'empoisonnement, cela va être difficile à poursuivre. Ma sœur et mon neveu sont à l'hôpital, dit Delaney, la frustration grandissante. La chronologie concorde. La réaction de mon père au téléphone pourrait être interprétée de multiples façons. Termina Burn. Écoutez, je ne vous congédie pas. Nous allons interroger votre père. Vérifiez ses antécédents, mais préparez-vous à l'éventualité que nous ne trouvions pas suffisamment d'éléments pour l'inculper. Delaney quitta le poste de police, abattu, mais déterminé. Si la police n'agissait pas assez vite, elle trouverait elle-même des preuves. Elle conduisit 5 heures au nord, jusqu'à la péninsule supérieure du Michigan, où Garrett avait déménagé après la mort de sa mère. Cet endroit isolé avait toujours semblé un choix étrange pour un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie en ville. Maintenant, cela lui semblait inquiétant, un repli délibéré vers l'isolement. La maison de Garrett se trouvait au bout d'une longue allée de gravier, partiellement cachée par d'imposants pins. Le bâtiment lui-même était banal, une ferme à 2 étages avec de la peinture blanche écaillée et des volets légèrement tombants. Aucune autre maison n'était visible depuis la propriété. Delaney se gara hors de vue et s'approcha prudemment. Aucune voiture dans l'allée, aucune lumière visible aux fenêtres. Elle essaya. Elle ouvrit la porte d'entrée, sans surprise, la trouvant verrouillée. La porte de derrière, cependant, céda sous sa poussée. Elle s'ouvrit dans un grincement assourdissant dans le silence. À l'intérieur, la maison était plus froide que l'air automnal extérieur, et n'avait rien à voir avec le foyer ordonné que son père avait entretenu durant son enfance. Des livres étaient empilés en piles précaires sur toutes les surfaces. Des papiers couvraient la table à manger, beaucoup portant l'écriture précise de son père. Les murs arboraient un mélange éclectique d'images religieuses, de croix, de versets bibliques encadrés et de symboles plus étranges que Delaney ne reconnaissait pas. Des manuels de médecine remplissaient une étagère, beaucoup avec des marqueurs dépassant de leurs pages. Dans la cuisine, elle trouva des rangées de bocaux en verre sur des étagères ouvertes. Chacun était méticuleusement étiqueté belladonna, digital, akénite, taxi, aux côtés d'herbes plus inoffensives comme la lavande et le romarin. Certains bocaux contenaient des plantes séchées, d'autres des poudres ou des liquides. Plus inquiétants étaient les petits bocaux étiquetés avec des noms de famille. Margaret, Hélène, Delaney, Geneviève. Ils contenaient ce qui semblait être des objets personnels, un bouton, un ruban, ce qui aurait pu être une mèche de cheveux. La vue de son propre nom sur l'un de ces bocaux lui fit froid dans le dos. Elle recula et heurta une petite table. Une photo encadrée tomba au sol, le verre se brisant. Elle la ramassa et la retourna. On y voyait une jeune fille, peut-être 12 ou 13 ans, à l'expression sérieuse, aux cheveux noirs et aux traits soignés. Elle portait une robe élégante avec un col en dentelle, déplacée pour ce qui semblait être la fin des années 1970, d'après la qualité de la photo, écrite de la main de son père. Karen, 1978. Delaney fixa l'image, la confusion obscurcissant ses pensées. Qui était Karen? Elle n'avait aucun parent portant ce nom à sa connaissance. La jeune fille lui semblait vaguement familière,
sans que Delaney puisse en déterminer la raison. Un bruit extérieur la fit sursauter, le crissement des pneus sur le gravier. Vite, elle glissa la photo dans sa poche et se dépêcha de partir. Vers la porte de derrière. Avant de partir, une impulsion la poussa vers un petit bureau dans un coin. Elle ouvrit le tiroir et trouva un médaillon en argent niché dans une pochette en velours. Son nom y était gravé. À l'intérieur se trouvait un pétale de fleurs séchées, presque translucide avec le temps, et ce qui semblait être une petite mèche de cheveux noirs, trop fine pour être celle d'un adulte. Un cheveu d'enfant. Le claquement d'une portière de voiture la galvanisa. Elle empocha le médaillon et se glissa par la porte de derrière, contournant les bois derrière la maison. À l'abri des arbres, elle vit une femme âgée s'approcher de la maison, clé en main. Pas Gareth, mais quelqu'un qui avait accès à son domicile. Delaney s'enfonça plus loin dans les bois, l'esprit bourdonnant de questions. Alors qu'elle retournait vers Chicago, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Bonjour, répondit-elle prudemment. Delaney. La voix de la femme était âgée mais forte. Voici ta tante Margot. Margot. Delaney faillit faire une embardée. La sœur de son père, une femme à qui elle n'avait pas parlé depuis plus de 10 ans. Comment as-tu eu mon numéro, demanda Delaney. Ce n'est pas important pour l'instant. Dit Margot, la voix tendue. Écoute-moi bien. Tu dois rester loin de ton père. Il n'a pas encore fini. Que veux-tu dire? Tu sais ce qu'il a fait? Les biscuits. J'en sais plus que tu ne peux l'imaginer, interrompit Margot. Et j'ai gardé le silence trop longtemps. Mais ce n'est pas une conversation pour le téléphone. On se retrouve demain. Le Lakeside dîner à Easton. Midi, la ligne fut coupée avant que Delaney puisse répondre. V était réveillée quand Delaney arriva à l'hôpital le lendemain matin, toujours pâle, mais assise, sirotant de l'eau avec une paille. Tu as une mine d'enfer, dit V en guise de salut. Je suis allé chez papa hier, admit Delaney en tirant une chaise près du lit. Les yeux de V s'écarquillèrent. Tu es folle? Et s'il avait été là? Il n'y était pas, mais j'ai trouvé des choses. Delaney hésita, ne sachant pas trop quoi partager de la fragilité de sa sœur. Dis-moi, insista V, plus de secrets dans cette famille. Regarde où ça nous a menés. Delaney décrivit l'étrange maison, les bocaux étiquetés, la photo de la jeune fille inconnue nommée Karen. Elle ne mentionna pas le médaillon à son nom. Un instinct la retenait de partager ce détail. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui, dit V doucement. Mais maman n'arrêtait pas de trouver des excuses. Ton père subit beaucoup de pression. Ton père montre l'amour différemment. Ton père a eu une enfance difficile. Elle prit une autre gorgée d'eau en grimaçant légèrement. Mais j'ai vu des choses délicates que j'ai essayé de te raconter, mais tu n'as jamais voulu les entendre. Comme quoi? Demanda Delaney, même si une partie d'elle le savait déjà. Il mettait des choses dans la nourriture de maman quand elle le contrariait. Je l'ai surpris une fois en train de moudre quelque chose dans son café. Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il a dit que c'était un édulcorant spécial parce que maman travaillait si dur. Ses yeux se sont remplis de larmes. Et puis elle a compris. Malade. À chaque dispute, en quelques jours, elle irait mieux qu'avec des migraines ou une gastro-entérite. Pourquoi n'en as-tu parlé à personne? À un professeur? À un médecin? J'ai essayé de le dire à maman. Elle a dit que j'imaginais des choses, que j'inventais des histoires. V détourna le regard. Je pense qu'elle le savait au fond d'elle, mais l'admettre aurait signifié affronter la vérité sur son conjoint, le danger qu'elle nous avait fait courir. C'était plus facile de faire semblant. Un bruit provenant de la porte les interrompit. Milo se tenait là, en blouse d'hôpital, une infirmière le protégeant. Il voulait voir sa mère, expliqua l'infirmière. Juste quelques minutes. Milo grimpa prudemment sur le lit de V, son petit visage solennel. Tu vas mieux maintenant, maman? Tu y arrives, mon pote? Lui assura V en lui lissant les cheveux. J'ai fait de mauvais rêves, dit Milo d'une voix faible. Grand-père en faisait partie. Il a dit que je n'aurais pas dû manger ce qui n'était pas à moi. Delaney et V échangèrent des regards alarmés. Milo, mon chéri, dit V prudemment. Grand-père ne t'a pas revu depuis. Tu étais un bébé. Tu ne te souviens plus de son apparence. Il était grand.
Milo insista, avec ses cheveux blancs et ses lunettes. Et il sentait comme ces bâtons qu'on brûle parfois. De l'encens, demanda V, la voix tendue. Milo hocha la tête. Il dit que les biscuits étaient spéciaux, réservés à tante Delaney. Après que Milo eut été ramené dans sa chambre, Delaney consulta son téléphone. 3 appels manqués et un message vocal d'un numéro inconnu. Elle sortit dans le couloir pour écouter. Delaney, la voix de son père, d'un calme déconcertant. Je te croyais plus fort, comme ta mère, doux, sentimental, stupide. Tu regretteras cette interférence. Le message la glaça. Il n'y avait pas que de la colère dans sa voix. C'était une menace calculée. Plus tard dans la matinée, l'inspecteur Byrne arriva à l'hôpital, son attitude nettement moins dédaigneuse que la veille. Nous avons reçu les rapports toxicologiques préliminaires, dit-il sans préambule. Ta sœur et ton neveu avaient tous deux des traces d'aide dans leur organisme. Le capuchon de moine, aussi appelé Wolfsbane. C'est très toxique, même à petite dose. Alors vous me croyez maintenant. Delaney a posé des questions sur mon père. Je prends vos inquiétudes au sérieux, dit prudemment Byrne. Nous essayons de localiser Gareth Frost pour l'interroger, mais il semble avoir quitté son domicile. Avez-vous une idée de l'endroit où il pourrait aller? Delaney secoua la tête, puis se souvint, je retrouve ma tante aujourd'hui, sa sœur, Margot Hellé. Elle m'a appelé hier, elle avait l'air inquiète. Elle sait peut-être quelque chose. Byrne hocha la tête. J'aimerais aussi lui parler. Ça vous dérange si je vous rejoins? Le Lakeside dîner était presque vide à leur arrivée. Margot Hellé était assise dans un box d'angle, dos au mur, les yeux rivés sur la porte. Elle avait la soixantaine et les mêmes traits anguleux que Gareth, bien qu'adoucis par l'âge. Ses cheveux argentés étaient tirés en arrière en un chignon strict, et elle portait une simple robe bleu marine avec un cardigan blanc. Lorsqu'elle aperçut Delaney, son expression changea. Le soulagement se mêlait à l'appréhension. L'apparition de l'inspecteur Byrne aux côtés de Delaney sembla la déstabiliser momentanément. « Vous avez amené la police », dit-elle d'une voix aussi sèche que celle de Gareth. « Voici l'inspecteur Byrne », dit Delaney en se glissant dans la cabine. « Il enquête sur l'empoisonnement de ma sœur et de mon neveu. » Les lèvres fines de Margot se pincèrent. « Alors, il recommence », murmura-t-elle plus pour elle-même que pour eux. « Madame Heller », dit Burns, assis à côté de Delaney. Tout ce que vous savez sur Gareth Frost et qui pourrait nous aider à le localiser ou à comprendre ses motivations serait extrêmement précieux. Margot les examina tous les deux, puis fouilla dans son sac à main et en sortit une photo décolorée. Je pense qu'il est temps que vous en sachiez plus sur Karen, dit-elle en posant la photo sur la table. L'image montrait 2 enfants, peut-être 10 ans, un garçon et une fille, incontestablement des jumeaux. Le garçon était clairement le jeune Gareth. La fille, avec le même regard sérieux et la même mâchoire déterminée, devait être Karen. Mon père avait un jumeau, demanda Delaney, stupéfait. Margot a-t-elle corrigé? Bien que Gareth voudrait vous faire croire le contraire. Karen n'est pas morte. Pas physiquement en tout cas. Elle est internée depuis près de 50 ans. Internée. Répéta Byrne. Pour quelle raison? Officiellement, schizophrénie paranoïaque sévère avec délire. La voix de Margot était amère. En réalité, c'était le résultat d'années de traitement de notre père. Edward Frost était obsédé par l'idée de purifier la lignée, de renforcer la constitution familiale, il expérimentait sur ses propres enfants, surtout Corin. Comment, demanda Delaney, bien qu'elle craigne de connaître déjà la réponse. Des herbes, des teintures, des remèdes maison administrés par la nourriture, principalement des sucreries, autrement interdites chez nous. Gareth fut épargné du pire. Il était le fils de l'air. Les mains de Margot tremblaient légèrement tandis qu'elle poursuivait. J'étais déjà à l'école d'infirmière quand le pire est arrivé. Karen a fait une crise psychotique à 16 ans. Elle a attaqué notre père avec un couteau de cuisine, hurlant qu'il l'empoisonnait. Était-ce le cas, demanda Byrne. Sans aucun doute, dit Margot fermement. Mais personne ne la croyait. Edward était respecté dans la communauté, pharmacien, ancien de l'église. Karen était internée, diagnostiquée, soignée jusqu'à l'oubli. Et Gareth, insista Delaney. Gareth était le fils de son père en tout point, dit Margot d'un ton sombre. Il avait tout appris, les herbes, les formules, l'idéologie. Mais surtout,
elle avait appris à paraître normale aux yeux du monde extérieur tout en nourrissant des croyances monstrueuses. Elle poussa un autre objet sur la table, un petit journal relié en cuir. C'était celui de Karine. Je l'avais récupéré chez quelqu'un après son internement. Je pensais qu'un jour, cela pourrait aider à prouver ce qu'on lui avait fait. Delaney ouvrit le journal avec précaution. Les premières pages contenaient des dessins enfantins et des observations sur la nature. Au fil des entrées, l'écriture devenait plus irrégulière, le contenu de plus en plus dérangeant. Pensée paranoïaque, accusation, appel à l'aide désespérée. Une entrée se démarquait, entourée plusieurs fois d'une encre rouge tremblante. Papa dit que je n'ai plus droit aux sucreries, sauf si je suis sage. Il dit que l'amour a un goût amer. Où est Corin maintenant? Demanda Delaney. Établissement psychiatrique de Stillwater, dans le nord du Wisconsin. Margot répondit, je lui rends visite quand je peux, mais elle me reconnaît rarement. Les médicaments l'ont vidé de son énergie. Et mon père sait que tu me dis ça? Demanda Delaney. Garrett croit que j'ai gardé ses secrets toutes ces années par loyauté familiale. Margot dit, il ignore que je rassemble des preuves, attendant le bon moment. Quand j'ai entendu parler des biscuits, j'ai su que je ne pouvais plus me taire. Madame Hellé, intervint Burn. Êtes-vous au courant d'autres incidents impliquant votre frère et de maladies suspectes? Le regard de Margot se posa sur la table. Il y avait 2 femmes dans les années 1980. Toutes 2 sont sorties brièvement avec Garrett. Toutes 2 ont disparu dans des circonstances inhabituelles. La police a enquêté, mais n'a rien trouvé de concluant. J'ai toujours cru que Garrett était responsable. Quel était leur nom? Demanda Burn. Carnet prêt. Lisa Winters et Diane Taylor. Margot dit que Lisa était infirmière à l'hôpital où Garrett travaillait comme aide-soignante. Diane était une étudiante de 3e cycle qui faisait des recherches sur la médecine traditionnelle. Tous 2 se sont montrés intéressés par les connaissances de Garrett en matière de plantes médicinales. En quittant le restaurant, Burn remercia Margot pour ses informations et lui demanda de rester disponible pour d'autres questions. Alors qu'il s'éloignait pour téléphoner, Margot saisit le bras de Delaney. Il y a autre chose, murmura-t-elle avec urgence. Quelque chose que je ne pouvais pas dire devant lui. Ta mère n'est pas morte de cause naturelle. Avant que Delaney ne puisse répondre, Burn revint et Margot lui lâcha rapidement le bras. Cette nuit-là, seul dans son appartement, Delaney commença à recevoir des SMS d'un numéro inconnu. Des versets bibliques sur la trahison et le sacrifice. Elle bloqua le numéro pour recevoir des messages identiques d'un autre numéro 1 minute plus tard. Au matin, elle trouva un cardinal mort sur le rebord de sa fenêtre, le bec scellé avec ce qui semblait être de la cire de bougie. Un message clair. Silence ou souffrance. Alors qu'elle se débarrassait soigneusement de l'oiseau, son téléphone sonna. Burn. Nous avons trouvé quelque chose que vous devez voir, dit-il sans le saluer. Pouvez-vous venir au poste immédiatement? Les preuves étaient éparpillées sur une table de conférence. De vieilles coupures de journaux, des rapports de police et des photos. 2 cas de personnes disparues datant de 1983 et 1985. Lisa Winters et Diane Taylor. Comme Margot l'avait dit. Les 2 affaires sont restées sans suite. Burn a expliqué. Pas de corps, pas de scène de crime, aucune preuve évidente d'acte criminel. Mais il y a ceci. Il a souligné un détail dans un rapport. Lisa Winters s'était plainte de maladies récurrentes dans les semaines précédant sa disparition. Sa colocataire avait dit à la police qu'elle tomberait violemment malade après des rendez-vous avec son nouveau petit ami, un aide-soignant nommé Gary Fletcher. Gary Fletcher, a interrogé Delaney. Nous pensons que c'était un pseudonyme utilisé par Garrett Frost. Burn a dit que la description physique correspondait et nous avons trouvé des relevés d'emploi pour un certain Gary Fletcher dans le même hôpital où votre père travaillait sous son vrai nom à peu près à la même époque. Les empreintes digitales de Fletcher dans le dossier correspondent partiellement à celles de Garrett Frost. Il les a empoisonnés, a dit Delaney, la prise de conscience s'installant comme du plomb dans son estomac. Tout comme il a essayé de m'empoisonner. Nous n'en sommes pas certains, a averti Burn. Mais nous en avons assez pour l'interroger. Le problème est de le retrouver. Je sais peut-être où chercher, a dit Delaney lentement. Margot a mentionné que Karen était à l'hôpital psychiatrique de Stillwater. S'il savait que sa sœur nous avait parlé, il pourrait y aller pour la faire taire. Termina Burn. J'appelle les autorités du Wisconsin immédiatement.
En attendant des nouvelles du Wisconsin, Delaney ressentit un étrange calme. Les fragments de sa vie, la froideur de son père, les maladies mystérieuses et la mort de sa mère, sa propre méfiance instinctive envers la nourriture formaient enfin un tableau cohérent, quoique terrifiant. Elle était la fille d'un empoisonneur. Un homme qui utilisait la nourriture, la forme la plus élémentaire de soutien et d'amour, comme une arme. Qu'est-ce que cela faisait d'elle? Le lendemain matin de la découverte des femmes disparues, Delaney conduisit V et Milo de l'hôpital à son appartement. Tous deux étaient encore faibles, mais suffisamment stables pour pouvoir sortir, et les médecins avaient convenu qu'ils ne devaient pas retourner seuls chez V. Pas avec Garrett toujours en liberté. Nous resterons juste jusqu'à ce que nous découvrions les choses, a déclaré V, installant Milo sur le canapé de Delaney avec son dinosaure en peluche préféré et une tablette empruntée. Delaney hocha la tête, même si elle savait que les choses ne seraient pas simples. Debout à regarder les fenêtres. Appelez-moi. Alors que Delaney a composé le numéro de Burn, une douleur aiguë a flâné derrière ses yeux, brouillant sa vision. Elle s'est étudiée contre le comptoir de la cuisine, en attendant qu'il passe. Tu vas bien? Va-t-il, la regardant avec inquiétude. Juste fatigué, Delaney a menti, bien que ce soit le 3e épisode de ce genre depuis le matin. Garrett was at Stillwater yesterday, but left before authority arrived. The staff didn't think anything of his visit. Is listed a Karines next of kin. Makes regular donation to the facility. What did they want with her? Delaney asked. Hard to say. Karines not exactly lucid, but she keeps saying he took it back. Any idea what that means? Delaney thought of the loke with her name. The dried flower inside. Maybe need to check something. After ending the appeal, Delaney a fouillé la poche de son manteau pour le médaillon qu'elle avait pris de Garrett Maison. Ce n'était pas là. Quel est le problème? Demanda V, la voyant paniquer. Il y avait une serrure chez un père avec mon nom dessus. Je l'ai pris, mais maintenant c'est parti. Delaney a jeté le contenu de son sac sur le comptoir. Rien. Pourriez-vous le laisser tomber ou il l'a repris? Murmura Delaney, se souvenant des paroles de Karine. S'il était dans mon appartement, la réalisation l'a frappé avec une clarté effrayante. Si Garrett avait été dans son appartement, il aurait pu laisser quelque chose derrière. Quelque chose comme des miettes de biscuits dans la poche de son manteau. Facile à confondre avec les résidus de la boîte d'origine. V, je pense que cela m'a aussi apporté. Dit Delaney, la pièce commençant à tourner. Je montre les mêmes symptômes que vous. Le visage de Vepald. Nous devons vous amener à l'hôpital maintenant. Le médecin des urgences a confirmé ce que Delaney avait soupçonné. Des traces d'éhénite dans sa circulation sanguine, bien qu'à des niveaux inférieurs que V et Milo avaient connus. Heureusement, vous l'avez attrapé tôt, a expliqué le médecin. Nous rincez votre système avec charbon activé et 4 liquides. Vous devriez récupérer pleinement, mais nous aimerions vous garder la nuit pour l'observation. Depuis son lit d'hôpital, Delaney a appelé Burn pour le mettre à jour. Il escalade, a-t-elle conclu. Tout d'abord, les cookies signifiaient pour moi, puis contaminant mon appartement lorsque cela a échoué. Nous avons des officiers qui regardent votre place et l'hôpital, Burn lui a assuré. Et nous suivons ses cartes de crédit, son téléphone, tout. Il ne peut pas rester caché longtemps. Il y a autre chose, a déclaré Delaney. Ma tante Margot m'a dit quelque chose sur ma mère avant de revenir au dîner. Elle a laissé entendre que ma mère ne mourrait pas de cause naturelle. Quelle était la cause officielle du décès? Insuffisance cardiaque. Elle avait des antécédents de problèmes de santé. C'est du moins ce qu'on nous a dit. La voix de Delaney a attrapé. Mais maintenant, je vais l'examiner. Brûlure promise. En attendant, concentrez-vous sur l'amélioration. Et Delaney, faites attention à ce que vous mangez ou buvez, même à l'hôpital. L'avertissement n'était pas nécessaire. Delaney avait déjà décidé de refuser toute la nourriture et d'accepter seulement des bouteilles d'eau scellée qu'elle s'est ouverte. Ce soir-là, Margot s'est rendue, son expression grave alors qu'elle s'installe sur la chaise à côté du lit de Delaney. Les médecins disent que vous récupérerez, a-t-elle déclaré. Plus de déclarations que de questions. Regarde comme ça. Delaney a accepté. Margot, tu as dit quelque chose sur ma mère qu'elle n'est pas morte naturellement. Le regard de Margot tomba sur ses mains, altéré et repéré avec âge.
Hélène a essayé de quitter Garrett quand vous aviez environ 12 ans. Elle en avait vu assez pour savoir de quoi il était capable, mais il avait une assurance. Quel type d'assurance? Des preuves, fabriquées, bien sûr, qu'elle avait blessé Karen des années plus tôt lors d'une visite à l'institution. Il a menacé d'aller à la police, de l'avoir arrêtée, de vous emmener les filles. Margot a tordu le groupe en or ordinaire qu'elle portait toujours. Bien que Delaney ait su que son mari était décédé il y a des décennies, Hélène est restée, mais elle n'a jamais cessé de planifier son évasion. Lorsque vous avez grandi, elle lui a finalement dit qu'elle partait pour de bon. Et puis elle est tombée malade, Delaney a dit doucement. Le diagnostic officiel était la myocardite virale conduisant à une insuffisance cardiaque, a confirmé Margot. Mais j'étais infirmière pendant 40 ans. Je connais l'empoisonnement quand je le vois, surtout le genre qui imite la maladie naturelle. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Signalez-le. J'avais des soupçons, pas une preuve. Au moment où Hélène est décédée, Garrett avait déjà jeté les bases. Tout le monde savait qu'elle avait un cœur faible. Et il faisait attention. Toujours prudent. Margot leva les yeux, ses yeux brillants de larmes non lasses. J'ai été un lâche, Delaney. J'aurais dû parler il y a des années. Vous a sauvé les filles de tout cela. Vous parlez maintenant, a déclaré Delaney, en atteignant la main de sa tante. C'est ce qui compte. La tombe? Il s'éloigne. La maison du père, a-t-il dit. Une pièce cachée derrière un faux mur au sous-sol. À l'intérieur, il y avait de vieux cassettes, des dizaines d'entre eux, remontant aux années 1970. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Delaney, bien qu'une partie d'elle ne voulait pas savoir. Les images familiales, surtout. Votre père a apparemment documenté tout. L'équipe technologique les traverse maintenant, mais ils ont déjà trouvé quelque chose que vous devriez voir. Retour au poste de police, Burn Delaney pour une petite salle de visionnage a montré un technicien ou un technicien a eu une fois que le grain de vue a montré une petite salle de vue d'une petite salle de vue. Living room Delaney didn't recognize, probably from her father's early home. A young girl, perhaps 10 years old, sat rigidly on a flowered couch while a man's voice spoke off camera. This is Karine's DTH birthday. Garrett's younger voice narrated. A special day for a special girl. The camera zoomed in on Karine's face. She wasn't smiling. Her eyes darted nervously toward Someone out of frame. Dad made you a special treat. Garrett continued. Show the caméra quelle bonne fille vous êtes. Une main semblait tenir un cupcake garni d'une seule bougie. Karen s'est rétrécie. Je n'en veux pas, chuchota TL. Ne soyez pas ingrat. La voix se durcit. Prenez-le. Karen a accepté à contre-cœur le cupcake, les mains tremblantes. Maintenant, soufflez la bougie et prenez une. Bouchez. Montrez à papa combien vous appréciez son cadeau. Des larmes ont glissé sur les joues de Karine alors qu'elle soufflait la bougie. Elle hésita, puis prit une petite bouchée de cupcake. Bonne fille, dit Garrett, sa voix s'adoucissant. C'est ainsi que vous faites des souvenirs. C'est comme ça que vous apprenez. Le visage de Karine se déforme de dégoût, mais elle s'est forcée à avaler. Une autre bouchée, Garrett a instruit. Terminez tout. La séquence a continué, insupportable dans sa cruauté mondaine alors que Karen était faite de manger le cupcake entier pendant que Garrett a raconté son offre d'obéissance et de gratitude. Delaney. Alors que l'écran devenait noir, Burns a dit tranquillement, il y en a des dizaines d'autres. Pas encore, mais nous regardons toujours. Cela suffit pour le faire porter des accusations de maltraitance des enfants au minimum. Si vous pouvez le trouver, a déclaré Delaney. Nous le ferons. Brûlure promise. Chaque officier de 3 États le cherche. Mais Garrett les a trouvés en premier. Lorsque Delaney est retourné dans son appartement ce soir-là, un colis attendit devant sa porte. Une boîte scellée étiquetée dans l'écriture distinctive de son père. Avec les mains gantées, Burn l'ouvrit soigneusement dans la cuisine de Delaney. À l'intérieur se trouvaient plus de cookies presque identiques au premier lot et à une lettre. Delaney, tu as toujours été le plus fort, comme moi. Comme Karen avant que la faiblesse ne la prenne. Votre mère a essayé d'empoisonner cette force, de vous faire doucement comme si elle avait fait votre sœur. Maintenant, le moment est venu pour la pureté. Une fille doit payer pour nettoyer la lignée. Un seul peut porter la vérité.
L'autre doit le goûter. J'ai attendu assez longtemps. Papa, il vise V. Delaney a dit, sa voix serrée de peur. Où est-elle maintenant? Demanda brusquement Burn. Chez son ami Amber avec Milo. Je pensais qu'il serait plus en sécurité loin de mon appartement avec un officier surveillant de l'extérieur. Burn était déjà composé. L'officier Reyes vérifiant la sœur et le garçon de la résidence Taylor. Il écouta, son expression s'assombrissant. Quand quelqu'un a-t-il vu dans quelle direction? Raccrochant, il se tourna vers Delaney. Une infirmière a pris votre sœur chez elle il y a 1 heure. Dit qu'il y avait une complication avec ses analyses de sang. Nécessaire pour la ramener à l'hôpital. L'ami pensait que c'était étrange, mais ne l'a pas remis en question. Milo. Toujours chez l'ami. L'infirmière a dit que c'était juste une routine. Rien à craindre le garçon. Une certitude froide s'est installée dans la poitrine de Delaney. C'était lui habillé en infirmière. L'officier vérifie les images de sécurité de l'hôpital maintenant, mais je parie que c'est exactement ce que nous verrons. Burn se déplaçait déjà vers la porte. Nous devons les trouver rapidement. Alors que l'obscurité tombait, Delaney a rythmé son appartement tandis que Burn a coordonné la recherche de V. Chaque hôpital, clinique et établissement médical à moins de 50 miles était en cours de vérification. Des caméras de circulation étaient en cours d'examen pour la voiture de Garrett. Il doit y avoir quelque chose dans sa lettre, a insisté Delaney, le relut. Il est théâtral, comme le symbolisme. Il faut payer pour nettoyer la lignée. Qu'est-ce que cela signifie? Son téléphone a sonné. Margot. L'avez-vous trouvé? Demanda Delaney sans préambule. Non, mais je sais peut-être où regarder, a déclaré Margot, sa voix serrée d'urgence. Garrett a toujours eu une fixation avec des espaces sacrés. Quand nous étions enfants, notre père conduisait ses rituels nettoyants dans la cuisine de l'église après les heures. Il était le gardien, avait des clés. Une cuisine d'église. Delaney répéta, faisant un geste de brûler. Y a-t-il des églises auxquelles Garrett est connecté? Saint-Michael est peut-être. Margot a déclaré qu'il est à environ 30 milles au nord-ouest de la ville. Très isolé. Il a donné de l'argent pour leur rénovation l'année dernière. L'a mentionné dans sa carte de Noël. Burn tapait déjà sur son téléphone. Saint-Michael est Lutran hors de la route 14. On dirait qu'il est entouré de bois. Le voisin le plus proche à plus d'1 mile de distance. Nous y allons maintenant. Delaney a déclaré à Margot. Appelez si vous pensez à autre chose. Le trajet vers Saint-Michel s'est senti sans fin, bien que Burn ait poussé bien au-delà de la limite de vitesse, les lumières clignotent. Ils montaient surtout en silence, chacun perdu dans des pensées trop sombres à la voix. Saint-Michel était un petit bâtiment en clignotage blanc avec un clocher modeste, le genre d'église rurale qui a servi sa communauté pendant des générations. Un parking de gravier tenait une seule voiture, Garrett Sedan. Attendez la sauvegarde, Burn a demandé en dessinant son arme. Ils sont à 10 minutes. Ils n'ont peut-être pas 10 minutes, a déclaré Delaney, se déplaçant déjà vers la porte latérale de l'église. À l'intérieur, le bâtiment était étrangement silencieux, éclairé uniquement par quelques feux de sécurité. Il se déplaçait tranquillement à travers le sanctuaire, passé en bois et un autel simple, vers une porte balançante marquée. L'odeur les a d'abord frappés, du sucre et de la cannelle. Le parfum chaleureux de la cuisson qui aurait dû être réconfortant, mais qui a maintenant tourné l'estomac de Delaney. À travers la petite fenêtre de la porte, elle pouvait voir le dos de Garrett alors qu'il se penchait sur quelque chose sur le comptoir. À côté de lui, affalée sur une chaise, elle est vivante, murmura Delaney, voyant la poitrine de sa sœur se lever et tomber. Mais elle n'est pas consciente. Burns a signalé que Delaney reste en arrière alors qu'il s'ouvrant la porte, le pistolet levé. Police, ne bouge pas, Garrett. Garrett se tourna lentement, un sourire serein sur son visage. Il avait l'air plus petit que Delaney se souvenait. Fria, bien que ses yeux brûlent avec la même intensité qu'il avait effrayé comme un enfant. Détective, il a reconnu calmement comme s'il accueillait un invité. Et Delaney, juste à l'heure. Éloignez-vous de votre fille, Burn a ordonné. Ma fille, Garrett, a répété, mettant l'accent particulier sur la parole. Oui, c'est ça, mais pas mon véritable héritier. Ce serait Delaney. Il a fait un geste vers V, qui a légèrement remué mais ne se réveillait pas.
Elle est simplement sous sédation. Pour l'instant, je voulais qu'elle soit témoin de la réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation ici, a déclaré Delaney, avançant malgré le regard d'avertissement de Burn. C'est fini, papa. Nous connaissons Karen, à propos de Lisa et Diane, sur ce que vous avez fait à maman. Qu'est-ce que j'ai fait à ta mère? Le visage de Garrett durcit. Elle ne prendrait pas ce que j'ai fait. Vous pensez que l'amour est gratuit? Il est gagné par l'obéissance, par la confiance. Il a pris un cookie dans le plateau à côté de lui, identique à ceux qu'il avait envoyés à Delaney. C'est ainsi que nous montrons la dévotion dans cette famille. Comment nous prouvons notre valeur? En empoisonnant les personnes qui vous font confiance, Delaney a demandé, en les testant, à corriger Garrett. Ta mère a échoué. Corin a échoué. Mais toi, Delaney, tu as sa force, son potentiel. Corin n'est pas mort, dit Delaney attentivement, en regardant sa réaction. Nous savons qu'elle est encore en eau. Garrett sourit. En quelque sorte, le remplacement de Karine. Bush. Prenez-le. Prouvez que vous êtes digne. Delaney a réagi instinctivement, saisissant une lourde poêle en fonte du comptoir et la balançant de toutes ses forces. Il se connecta à l'épaule de Garrett, l'envoyant en arrière. L'impact a lâché un flot de souvenirs. Jeux d'enfance où ils ont été punis de biscuits au sel s'ils perdaient. Sa mère allongée au lit après être en désaccord avec Garrett au sujet des choix universitaires de Delaney. L'étrange arrière-goût amer dans son gâteau d'anniversaire l'année où elle a eu 16 ans. Et a annoncé qu'elle voulait étudier l'art au lieu de la médecine. Vous avez fait cela toute notre vie, a-t-elle déclaré, la réalisation qui se laverait dans une vague de nausées. Les cookies, les gâteaux, ils n'ont jamais été des friandises. Ils étaient témoins. Garrett avait récupéré son équilibre, son visage tordu de rage. Tu es un grat enfant. Après tout ce que j'ai fait pour purifier notre ligne, pour vous renforcer, pour nous empoisonner, a corrigé Delaney, se déplaçant vers V pour nous punir d'être humains au lieu de tout idéal tordu que tu as créé. Pendant qu'il parlait, Burn avait tourné derrière Garrett. Mais l'homme plus âgé a senti son approche. Avec une agilité surprenante, il a attrapé un couteau du comptoir et l'a pointé sur la gorge de V. Restez en arrière, a-t-il averti. Ou elle paie le prix du défi de sa sœur. L'impasse a tenu un moment essoufflé. Puis avec un gémissement, V a commencé à remuer, perturbant l'attention de Garrett juste assez longtemps pour que Burn s'attaque au sol. Alors qu'il luttait, Delaney a entraîné sa sœur semi-consciente loin du combat. Derrière eux, une casserole d'huile Garrett avait chauffé, allumé sur la flamme du gaz. Le feu se propage rapidement à travers le comptoir. Nous devons sortir. Delaney a crié à Burn, qui avait Garrett modéré mais menotté. Ils trébuchèrent de la cuisine en feu, transportant à moitié V entre eux, Garrett se promenant sous la garde de Burn. À l'extérieur, l'air nocturne était un doux soulagement après la fumée et la chaleur. Mais alors qu'ils atteignirent le parking, Garrett tordait soudainement de l'emprise de Burn et se dirigea vers les bois derrière l'église. Reste avec elle. Burn a crié à Delaney, décollant après Garrett. Delaney a baissé V doucement au sol, berçant la tête de sa sœur sur ses genoux alors que les sirènes lointaines annonçaient l'approche de la sauvegarde. D'elle, murmura V, ses yeux s'ouvrant. Que s'est-il passé? C'est bon, apaisa Delaney. Tu es en sécurité maintenant. Un accident résonna des bois, suivi d'un cri brûlé. En conflit, Delaney regarda de sa sœur à la sombre tréhaine. Allez. V chuchota, se poussant debout. Je vais bien. Aidez-le. Delaney a couru vers les bois, suivant les sons de la lutte. Elle les a trouvés dans une petite clairière, brûle à genoux, allant ce qui ressemblait à une blessure à la tête, tandis que Garrett s'agenouilla à plusieurs mètres, griffant frénétiquement au sol. Il est tout à vous, a déclaré Burn, grimaçant en se levant. Il est tombé dans le ravin, lui a frappé la tête. Je ne pense pas qu'il sache où il est. En effet, Garrett semblait inconscient de leur présence. Il a creusé le sol à main nue, marmonnant pour lui-même, s'appelant parfois le nom de Karine. Le sang coulait d'une entaille sur son front, mais il ne l'avait pas fait attention. Que fait-il? Demanda Delaney. Je pense qu'il a enterré quelque chose ici, a déclaré Burn. Où croit qu'il l'a fait? Pendant qu'il regardait, Garrett a creusé de plus en plus désespéré. Corin, cria-t-il. Je viens pour toi. Je vais vous ramener à la maison.
Les sirènes éloignées devenaient plus fortes. Les poutres de lampes de poche traversent les arbres à mesure que les officiers et les ambulanciers paramédicaux s'approchaient. Garrett Frost, Byrne a annoncé officiellement. Vous êtes en état d'arrestation pour la tentative de meurtre de Genevieve Frost et de Milo Frost, l'assaut de Delaney Frost et l'enlèvement. Vous avez le droit de rester silencieux. Alors que Byrne récitait l'avertissement de Miranda, Garrett a continué à creuser, perdu dans quel que soit le cauchemar, vivait dans son esprit jusqu'à ce que les officiers le retirent doucement mais fermement de la terre perturbée. Eh bien, la médecine légale examine cette région demain, a déclaré Byrne à Delaney alors que les ambulanciers paramédicaux mettaient Garrett. Il peut y avoir des preuves ici concernant les femmes disparues. Delaney hocha la tête, l'épuisement la submergeant soudain. L'adrénaline qui l'avait transporté aussi loin, ne faisait que faire une lourdeur profonde et la réalisation naissante que le cauchemar se terminait enfin. Mais tout le monde n'a pas une fin heureuse. 3 jours plus tard, avant que la médecine légale ne puisse traiter entièrement le site derrière l'église, Garrett Frost a été retrouvé mort dans sa cellule. Il avait en quelque sorte obtenu des produits chimiques de nettoyage et les avait ingérés. Un empoisonnement final, auto-administré. Dans sa cellule, les autorités ont trouvé un livre de recettes dessiné à la main, ses pages remplies de noms et de dates remontant à 4 décennies. Lisa Winters et Diane Taylor étaient là aux côtés de la mère de Delaney, Hélène, et des dizaines d'autres que Delaney n'avait jamais entendu parler. Chaque nom a été suivi par des notations cryptiques, des ingrédients, des doses, des effets. Plus troublant a été la découverte sur le site d'excavation derrière l'église Saint-Michael. Les restes trouvés n'y étaient pas récents. L'analyse médico-légale les a datés au début des années 80, mais les tests d'ADN confirmeraient plus tard qu'ils n'étaient pas des Carines. Comme l'a affirmé la pierre tombale du cimetière Pinoloo, ils appartenaient à une jeune femme du nom d'Hélène Morton, une étudiante en soins infirmiers qui avait disparu en 1982, vue pour la dernière fois avec un hôpital ordonné nommé Gary Fletcher. Quant à la tombe de Karine, l'exhumation a révélé une autre victime. Des restes partiels qui seraient finalement identifiés comme étant de Diane Taylor. Karen elle-même est restée à Stillwater, piégée dans une brume pharmaceutique que des décennies de médicaments inappropriés avaient rendue presque permanente. Lorsque Delaney a visité, sa tante n'a montré aucune reconnaissance, aucune conscience de la mort de son frère, ni la vérité qui avait finalement émergé. 6 mois se sont écoulés. Le printemps est arrivé, apportant une nouvelle croissance pour couvrir les cicatrices de l'hiver. Dans une maison modeste à la périphérie de Chicago, Delaney a regardé Milo planter soigneusement des graines de tournesol le long de la clôture du jardin. Doucement, a-t-elle indiqué. Ils sont fragiles au début, mais ils deviendront forts. À proximité, les meubles de patio arrangés sur leur nouveau pont, un cadeau de crémaillère de détective Byrne, qui était resté dans leur vie longtemps après la clôture officielle de l'affaire. La décision de s'installer était venue naturellement après tout ce qu'ils avaient enduré. La guérison était plus facile ensemble que les cauchemars moins terrifiants quand quelqu'un qui a compris était juste en face. Pensez-vous qu'ils seront plus grands que moi? Demanda Milo, tapotant le sol sur le dernier siège. À la fin de l'été, certainement, lui a assuré Delaney. À 8 ans maintenant. Milo avait grandi d'1 pouce depuis son anniversaire, mais les tournesols le dépasseraient facilement. Plus tard, après que Milo se soit couché, Delaney et V se sont assis sur le pont avec des tasses de tisane, une routine qui avait pris des mois pour que Delaney se sente à l'aise. La nourriture et les boissons étaient devenues compliquées au lendemain. Faites confiance à un produit fragile qui nécessitait une culture constante. Milo a dit quelque chose en thérapie aujourd'hui. V a dit, brisant leur silence compagnon. Il a dit au docteur Warner, je sais que tu m'as sauvé, tante. Delaney sentit sa gorge se resserrer. Il ne devrait pas y penser de cette façon. Si je ne vous avais pas donné ces cookies en premier lieu, alors vous les auriez mangés, V interrompu fermement. Et nous pourrions vous avoir perdu, Milo a raison. Vous nous avez sauvés en trouvant papa en l'arrêtant. Nous nous sommes sauvés, a déclaré Delaney après un moment. C'est ce que la famille est censée faire. Le lendemain, Delaney a visité Margot dans son centre de vie assisté. À 76 ans, sa tante avait vieilli visiblement au cours des mois qui ont suivi la mort de Garrett, comme si la maintenance de ses secrets l'avait en quelque sorte préservée, et que les déchets avaient accéléré le passage des temps. J'ai traversé le dernier des papiers de Garrett, a déclaré Margot, poussant un journal en cuir fané sur la table. C'était caché dans un coffre-fort. Je pense que vous devriez l'avoir. Le journal était Karine, un volume ultérieur que celui que Margot avait partagé plus tôt.
Les entrées, bien que toujours erratiques, ont montré une maturité qui manquait les écrits antérieurs. Elle a écrit ceci à Stillwater. Demanda Delaney en tournant soigneusement les pages fragiles. Margot hocha la tête. Pendant une période où ses médicaments ont été ajustés, elle avait plus de clarté. Ensuite, Delaney s'est arrêté à une entrée datée du 14 juin 1983. L'écriture était plus stable que dans les entrées précédentes, les pensées plus cohérentes. J'ai rêvé de Delaney hier soir. Ma petite nièce, même si je ne l'ai jamais rencontrée. Gareth m'a montré une photo. Elle a nos yeux, les yeux du gel, comme le père les appelait. Je m'inquiète pour elle. J'ai besoin de trouver un moyen d'avertir Hélène avant que l'histoire ne se répète. Le père a toujours dit que les jumeaux partagent une âme. Si c'est vrai, peut-être qu'une partie de la mienne peut surveiller elle, la garder de mon sort. J'espère que quelqu'un se souvient de moi sans crainte. Sans la souillure de la folie. Père et Gareth ont peint sur tout ce que j'étais. Delaney leva les yeux, les questions brûlant. Elle savait de moi, essaya d'avertir ma mère. Karen avait des moments de clarté absolue, a expliqué Margot. Au cours de l'un d'eux, elle a convaincu une infirmière sympathique d'envoyer une lettre à votre mère. C'est ce qui a finalement donné à Hélène le courage de planifier son évasion. Et c'est pourquoi il l'a tuée, a déclaré Delaney doucement. Parce qu'elle connaissait la vérité et allait nous emmener. Votre mère est morte à vous protéger les filles, a confirmé Margot. Tout comme Corin a essayé de vous protéger sur son chemin, la révélation s'est installée sur Delaney comme un manteau, pas un fardeau, mais un lien avec les femmes qui l'avaient précédé, qui avaient reconnu le mal et se tenaient contre, même à un coup terrible. Quelques semaines plus tard, Delaney était assise sur son ordinateur, finalisant une élogie anonyme sur laquelle elle travaillait depuis des mois. Il a détaillé les modèles d'abus générationnels dans sa famille sans nommer des noms. Un avertissement, un témoignage, une remise en état de la vérité. Le paragraphe de clôture disait « L'amour n'est pas censé avoir un goût amer. Il ne devrait pas vous laisser remettre en question vos perceptions ou votre valeur. Le véritable éducation ne vient pas avec des conditions ou des tests. Il est donné librement, jamais forcé à descendre les gorges non voulues. Je le sais maintenant, bien que la leçon soit terrible. » Elle a frappé Sand, puis a fermé son ordinateur portable. Sur son calendrier, un rappel a clignoté. Sa première séance avec un groupe de thérapie de cuisson pour les survivants en traumatologie. L'ironie n'a pas été perdue pour elle, mais il y a eu la guérison et la récupération de ceux qui avaient été armés contre eux. L'été s'est transformé en automne. V a ouvert un jardin communautaire et un garde-manger dans un terrain vacant près de chez eux. Le signe peint par Milo a lu simplement le jardin de Karine, un mémorial à une tante qu'il n'avait jamais rencontrée, mais dont l'histoire était devenue une partie de la vérité de leur famille. Le détective Byrne, maintenant à la retraite, leur a apporté la boîte de preuves du cas de Gareth avant de déménager au Michigan. Département fermant le dossier, a-t-il expliqué. Je pensais que vous devriez avoir cela pour la fermeture. À l'intérieur, parmi les photographies et les rapports, se trouvait un petit sac de preuves contenant un biscuit à moitié brûlé récupéré de la cuisine de l'église. Le laboratoire y avait trouvé une empreinte digitale partielle, conservée dans le glaçage durci, une impression qui correspondait aux échantillons de l'appartement de Lisa Winter, oublié dans un casier de preuves pendant près de 40 ans. « Est-ce que ça vous semble fini ?» demanda Byrne alors qu'il triait la boîte. « Je ne pense pas que ce sera jamais le fera. »« Pas complètement, » a admis Delaney. « Mais nous faisons la paix avec ça de jour en jour. » Après le départ de Byrne, Delaney se dirigea vers la boulangerie d'angle. Une simple course qui nécessitait toujours un effort conscient, un choix délibéré de faire confiance. En dehors du magasin, une jeune fille a offert des échantillons sur un plateau. « Cookies ?» demanda-t-elle vivement. « Ce sont des pépites de chocolat. » Delaney a regardé l'offrande innocente, se souvenant de toutes les fois que la nourriture avait été utilisée comme contrôle, comme punition, comme poison. « Non, merci », elle a dit doucement avec un petit sourire qui ne faisait aucune peur, seulement la force silencieuse de quelqu'un qui avait traversé l'obscurité et émergé intact. Alors qu'elle rentrait chez elle, Delaney a pensé aux revues, aux vidéos, aux livres de recettes, à toute la documentation de Gareth's Madness. Il y avait une traversée dans tout cela, une leçon qu'elle apprenait encore à articuler. J'avais l'habitude de penser que la pire chose que vous puissiez faire était de donner quelque chose qui est signifié pour vous, pensa-t-elle. Regardez des feuilles d'automne danser le long du trottoir. Mais maintenant,
Je sais que la pire chose est de faire confiance à ce qui n'a jamais été aimé. Son téléphone a bourdonné un texte de V. Milo a fait le dîner. Rien d'extraordinaire, juste des pâtes. Toi sur mon chemin, a répondu Delaney, accélérant son rythme vers la maison. Le vrai type s'est construit sur la confiance et la guérison et la simple vérité que la famille est ce que vous faites, pas ce que vous héritez. Et parfois, l'amour a un goût aussi sucré qu'il le devrait. Que feriez-vous si vous découvriez le secret le plus sombre de votre famille était cuit dans chaque mémoire d'enfance? Aimez et abonnez-vous à plus de thrillers psychologiques qui explorent les recettes terrifiantes que certaines familles ont transmises pendant les générations.